Bonjour à tous, et puis merci pour l'invitation, Denis et Candice. Je vais prendre la suite de Christelle qui vous a déjà parlé de compétences, et on va continuer un petit peu sur ce sujet. Et je vais vous présenter un portail qui s'appelle DocPro, et qui peut vous aider, j'espère en tout cas, à réfléchir à vos compétences. Vous avez vu à quel point c'est important. Alors Christelle s'est présentée, je vais en faire de même. Moi aussi, je suis docteur, en l'occurrence en biologie, en génétique moléculaire. Je travaillais sur la différenciation des cellules sanguines il y a maintenant un certain temps. Et puis, à l'issue de ça, j'ai fait un postdoc. Je suis rentré au CNRS. Donc, j'étais chargé de recherche. J'ai monté mon équipe pendant un certain nombre d'années. Et il y a une dizaine d'années, j'ai voulu faire autre chose. Il y avait déjà une crise dans la recherche à l'époque, en 2003-2004. J'ai eu envie de faire autre chose et de me tourner vers l'accompagnement. Donc j'ai fait une formation au coaching. Et puis le CNRS m'a demandé, dans la foulée de ça, de m'occuper des cadres supérieurs et dirigeants de l'établissement, ce qui était un challenge assez intéressant. Donc j'ai fait ça pendant 6 ans. J'étais responsable du suivi, de l'accompagnement, du recrutement et de la formation des cadres de l'établissement. Après, j'ai été 1 an directeur adjoint de la direction de l'innovation du CNRS. Et puis, le poste de direction de l'association Bernard Grégory s'est ouvert, j'ai candidaté, et puis j'ai été recruté. Donc, j'ai cherché un job, ça m'est arrivé. Voilà, donc je voulais vous parler un petit peu de compétences aussi. Quelques mots sur l'ABG très rapidement. J'imagine que vous connaissez l'association Bernard Grégory. Si ce n'est pas encore le cas, quelques mots. Nous avons été fondés en 1980 à l'initiative du ministère de la Recherche de l'époque. Nous représentons une douzaine de personnes à Paris, plus un réseau dans les universités. Et notre premier métier, c'est l'emploi, et nous publions des offres d'emploi sur notre site. Donc même si vous n'êtes pas encore candidat à un recrutement, je vous invite à aller les regarder pour voir quelles sont les attentes du marché. Nous avons publié 4000 et quelques offres de Master 2, de thèse, de postdoc, d'emploi en 2016, un peu plus encore en 2017. Nous aidons les entreprises à recruter des docteurs, ça c'est aussi notre métier. Pas comme Adoc Talent Management, nous ne sommes pas du tout un cabinet de chasse de tête, mais nous aidons aussi les entreprises dans leur recrutement. Et puis, notre deuxième métier, c'est l'accompagnement et la formation. Nous faisons des formations dans les établissements, dans les universités, dans les entreprises, pour accompagner des doctorants, des docteurs et même des chercheurs en cours de carrière ou des encadrants. Nous avons formé à peu près 3000 personnes en 2016. Et nous agissons aussi dans d'autres pays européens. Et puis le troisième métier, c'est l'événementiel. Nous participons à beaucoup de forums comme Adoc. On se retrouve régulièrement sur les forums. En ce moment, il y a le forum Horizon Chimie aujourd'hui, le PhD Talent Carrière Faire et d'autres. Ça, je vous invite aussi à aller à ces forums parce que c'est extrêmement important. Et puis il y a un forum à Grenoble. Alors je ne sais pas s'il aura lieu cette année, un forum emploi docteur. Voilà. Donc c'est important d'être présent à des forums parce que c'est là qu'on vous rencontre aussi régulièrement. Et puis on diffuse de l'information sur les réseaux sociaux, sur Internet, en particulier sur LinkedIn. Nous avons un groupe où vous êtes bienvenus à vous inscrire. Il y a déjà 11 000 personnes dessus. Et puis depuis cette année, enfin depuis l'année dernière maintenant, nous sommes un Career Development Center pour le réseau européen Euroaccess. Alors il y a une dizaine d'années, l'ABG avait publié ce truc-là, c'était 10 raisons d'embaucher un docteur. Alors c'est un peu étrange parce qu'il a l'air d'être en lévitation dans le métro. Alors ça m'est jamais arrivé, je sais pas quel effet ça fait. Déjà le métro est vide, voilà. Mais c'était quand même intéressant parce que c'est des témoignages de dirigeants d'entreprise que vous n'aurez pas forcément à lire. Alors un docteur, ça sait sortir du cadre, ça a l'habitude de gérer des problèmes complexes, ça apporte des éléments fiables à la réflexion. Les docteurs sont rigoureux et humbles, ils sont professionnels, ils savent prendre du recul, ils ont une valeur ajoutée créative, etc. Donc on retrouve ce que tu disais tout à l'heure, toutes ces compétences que les docteurs développent. Eh bien, elles sont un peu là, et vous voyez qu'il y a beaucoup de compétences transversales qui ne sont pas forcément des compétences scientifiques et qui peuvent être extrêmement importantes pour les recruteurs qui témoignaient ici. Alors, effectivement, et on peut leur donner plein de noms. Vous les avez vus, vous retrouvez à peu près les mêmes que précédemment. Les docteurs, dans leur formation par la recherche, développent un certain nombre de compétences extrêmement variées, extrêmement diverses. Alors,
Évidemment, pas toutes, parce que si vous êtes en sciences humaines et sociales, vous allez en développer certaines, et puis en sciences dites dures, vous allez en développer d'autres. Et puis vous voyez que plus vous allez vers la droite, plus ce sont des choses qui sont vraiment transposables dans d'autres univers. Alors, ces compétences, on peut essayer de diverses manières de les regrouper, de les hiérarchiser, d'en faire des catégories. Je vous propose celle-ci, hein, ça en vaut d'autres. À gauche, vous avez plutôt les compétences scientifiques dites cœur de métier, avec des choses qui peuvent être extrêmement pointues, et puis des compétences qui peuvent être plus facilement généralisables. Et puis, quand vous allez vers la droite, à peu près au milieu de l'image, vous avez des compétences personnelles et relationnelles qui tiennent souvent à des qualités. C'est-à-dire que, par exemple, la débrouillardise, c'est pas une compétence. C'est plutôt un style, c'est plutôt votre manière d'être. Donc ça aussi, la recherche vous amène à travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'en général, on est un peu plus débrouillard en sortie de thèse qu'on l'était avant. Donc ça, c'est plutôt de l'ordre du style personnel et des qualités plutôt que des compétences en tant que telles. Et puis ensuite, vous avez des compétences qui tiennent à l'application du métier, à la production de résultats, et puis à la gestion d'une activité. Et puis si on va encore un petit peu plus vers la droite, vous avez des qualités plus stratégiques, c'est-à-dire comment vous pilotez une activité vers l'avenir. Alors, qu'est-ce que recherchent les entreprises? Elles peuvent parfois rechercher des compétences très pointues. C'est-à-dire quelque chose qui est très en rapport avec votre sujet de thèse, votre travail de postdoc. Ça peut quelquefois être ça. Les cosmétiques dans l'Égypte ancienne, ça a été un grand sujet à un moment, il y a quelques années, des musées de France, du CNRS, et ça intéressait beaucoup L'Oréal, parce que essayer de savoir comment les Égyptiennes dans l'Antiquité se parfumaient, etc., quels produits elles utilisaient, à partir des restes qu'on trouvait dans des petites fioles, eh bien, ça pouvait être très intéressant de se dire, et si on reproduisait ces parfums-là aujourd'hui? CRISPR-Cas9, qui est une technique de recombinaison génétique, c'est une compétence très pointue aujourd'hui, mais à mon avis, elle a un avenir très prometteur pour des besoins industriels. Donc ça, ce sont des compétences qui peuvent être très pointues, issues de votre travail de recherche et qui peuvent directement intéresser des entreprises. En même temps, ça n'est pas forcément ce que recherchent prioritairement les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises ne seront pas forcément aussi attachées à votre sujet de thèse ou de postdoc que vous l'êtes aujourd'hui. Ça, il faut bien en être conscient. Cette citation, elle me plaît assez. C'est Jean-François Münster, l'ancien directeur scientifique de Total, qui a dit ça. Pour des business nouveaux, on a besoin de compétences nouvelles. Et les docteurs ont développé des compétences qui ne s'enseignent pas encore. Je voudrais juste m'arrêter une minute là-dessus, parce que c'est extrêmement important. Quand il disait « elles ne s'enseignent pas encore », je pense que ça peut clore une fois pour toutes le débat entre docteurs et ingénieurs. C'est-à-dire que ce sont des compétences qui ne s'enseignent pas dans une école, qui ne s'enseignent pas sur les bancs de l'université. Et donc la différence entre le docteur et l'ingénieur, c'est qu'il a pratiqué lui-même la recherche, qui est une activité de frontière. Alors en même temps, les entreprises, elles recherchent beaucoup plus souvent ça, c'est-à-dire des compétences qui sont un peu plus générales que votre sujet de thèse ou de postdoc, et vous voyez qu'il reste des compétences scientifiques. Si vous dites « je suis neurochirurgien de la souris », il n'y a peut-être pas beaucoup d'entreprises qui seront intéressées. Par contre, si vous dites je sais manipuler le petit animal, ça par contre, ça leur parle. Donc vous voyez que la manière de considérer vos compétences sur un aspect plus large est beaucoup plus intéressant la plupart du temps. Et ce que les entreprises vous demanderont, c'est d'être adaptable, c'est-à-dire de pouvoir changer d'environnement facilement. Alors la question que nous étions posée à un moment, c'est comment aider les docteurs, les doctorants à expliquer leurs compétences à un univers différent du leur, et puis comment rapprocher le vocabulaire de l'université, d'un organisme de recherche, du vocabulaire pratiqué par l'entreprise. Parce que les mots ont une importance. Gestion de projet, par exemple, ça peut vouloir dire des choses très différentes d'un endroit à un autre. Donc quel sens on donne aux mots et comment on aide les docteurs et les doctorants à s'expliquer. Alors, tôt ou tard, vous tomberez face à un recruteur ou une recruteuse qui vous demandera quelles sont vos compétences et puis de les justifier, c'est-à-dire de prouver les compétences que vous avez, quelque baroques qu'elles puissent être. Moi, j'aime bien cette diapo.
Et justement, pour qu'un recruteur explore vos compétences, il a une technique, un grand classique du recrutement, qui est l'entretien STAR. STAR, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, il va vous demander de montrer que vous êtes compétent, non pas par du déclaratif pur, c'est-à-dire je suis comme ci ou je suis comme ça, ou je sais faire ci ou je sais faire ça, mais il va chercher à comprendre ce que vous avez fait dans le passé. Que vous lui racontiez une expérience passée, parce que ça va lui permettre d'imaginer ce que vous allez pouvoir faire dans l'entreprise dans l'avenir. Donc, il ou elle va vous demander de raconter des expériences que vous avez vécues, et puis comme ça, pour avoir comment vous abordez les situations, c'est-à-dire quand vous êtes confronté à un problème, comment vous vous y prenez, parce qu'on a tous un style différent, quelle initiative vous avez déployée, quelle autonomie vous avez montrée, quelle technique vous avez appliquée pour résoudre ce problème, quel rapport vous aviez à votre environnement, et puis comment vous avez agi au sein d'une équipe, au sein d'un collectif. Tout ça, il pourra le déduire. Parce que les recruteurs, en général, on verra si vous me contredites, se basent sur le passé pour prédire l'avenir. On va dire ça de façon assez simple. Donc vous me dites que vous êtes quelqu'un de persévérant. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de situation où vous avez dû l'être ? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés quand vous avez fait vos enquêtes de terrain ? Et puis comment vous en êtes sorti ? Ça, c'est des questions classiques de recruteurs. Donc pourquoi STAR ? Parce que la manière dont ça doit se structurer, c'est situation, travail, action, résultat, c'est mnémotechnique. Autrement dit, vous dites dans quelle situation vous étiez, quel était votre rôle, c'est ça, travail, et puis quelles actions vous avez entreprises et quels résultats vous avez obtenus. C'est la base du storytelling, en fait, c'est pas bien sorcier. C'est de dire, voilà, j'étais pendant ma thèse dans telle situation, il s'est produit telle chose, j'ai décidé de faire ça et ça donnait tel résultat. Et c'est comme ça qu'un recruteur peut voir comment vous sortez d'une situation à laquelle vous êtes confronté. Alors c'est toujours pareil, quand vous soutenez votre thèse ou quand vous parlez à un congrès international, vous n'allez pas improviser votre topo. Avant de venir ici, je n'ai pas improvisé mon topo, je l'ai quand même préparé un petit peu, comme mes collègues. Donc, quand vous êtes face à un recruteur, il ne faut pas improviser non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être surpris quand on vous demande ce type de narration. Il faut préparer un petit peu. Donc tout ça, c'était la base de notre réflexion pour concevoir le portail DocPro. DocPro, donc les objectifs, c'était de fournir une vision commune des compétences des docteurs dans un langage qui soit partagé entre l'université, les organismes de recherche et les entreprises. Et puis d'autre part, de permettre aux docteurs de se faire des profils de compétences. Alors les publics de cette plateforme DocPro, c'est majoritairement les docteurs, pour les aider à faire émerger leurs compétences, à faire émerger des histoires, et puis leur permettre de communiquer efficacement. Et puis accessoirement, le public, ça peut être les entreprises pour qu'elles puissent faire réfléchir aux compétences qu'elles attendent des candidats, et puis les responsables académiques, les directeurs de collèges doctoraux par exemple, pour regarder quelles sont les compétences qu'ils ont envie de faire acquérir aux doctorants de leur périmètre. Les acteurs de la conception de DocPro, ça a été un groupe de travail d'abord, de représentants à la fois académiques et d'entreprises, qui s'est réuni un certain nombre de fois, c'était avant mon arrivée à la BG. Grenoble avait participé à l'époque très activement. Et puis le portail, une fois conçu, a été validé par la conférence des présidents d'université et le MEDEF. Et vous pouvez trouver ce portail à l'adresse web mydocpro.org. Alors comment ça se présente ? Ça ressemble à ça. Je me suis pas risqué à me connecter à Internet, hein, c'est toujours imprudent, donc j'ai fait des copies d'écran. Donc ça se présente comme ça, vous avez 24 compétences qui sont arrangées autour de 4 pôles, et puis vous avez quelques témoignages en dessous. Alors ces 24 compétences, pour que vous puissiez les lire, elles sont ici. Le premier grand item, c'est le cœur de métier, c'est vraiment votre métier de chercheur. Donc expertise et méthode, finalement, c'est là que vont se retrouver toutes les techniques et méthodes que vous avez utilisées en recherche. Gestion de l'information, parce que c'est aussi un point clé de l'activité du chercheur. La capacité à évaluer et à s'auto-évaluer. Et le développement continu des compétences. Deuxième grand item, les qualités personnelles et relationnelles. Alors certaines sont des compétences, d'autres sont des qualités. Vous pouvez les lire. Et puis ensuite, tout ce qui concerne la gestion de votre activité, et puis la création de valeur, la production de résultats, avec aussi un certain nombre de déclinaisons.
Obtention et gestion de ressources financières est quelque chose d'important dans le métier de chercheur, comme vous le savez tous. Donc vous commencez, je pense, à en avoir une expérience. Donc vous voyez que c'est un item qui parlera énormément aux entreprises. Si vous êtes capable de dire que vous êtes capable de rédiger un grant et d'obtenir des financements, ça va beaucoup intéresser les employeurs. Et puis stratégie et leadership, ça peut peut-être vous titiller, je ne sais pas. C'est peut-être des mots qui vous font un effet positif ou négatif. Mais quand vous êtes chercheur, vous êtes forcément stratège parce que vous allez adapter votre recherche à l'état de l'art et puis à ce qui se passe dans les autres groupes de recherche qui travaillent sur la même chose que vous. C'est-à-dire, si vous faites une recherche qui est déjà faite ailleurs, vous êtes en grand danger. Donc, vous êtes obligé forcément d'être stratège et de trouver des choses que d'autres n'ont pas encore faites. Alors, chacune des compétences, des 24 compétences, est organisée en 3 niveaux. N'essayez pas de lire, c'est pas le point. Vous pourrez regarder ça sur le site. Mais les compétences, elles sont décrites par un certain nombre de phrases dans un langage qui peut être assez entreprise et puis qui vous indique ce que c'est. Là, vous avez expertise et méthode, maîtrise les connaissances de base, les concepts clés, leur histoire et leur portée dans le domaine d'expertise, etc. Et puis, vous avez 3 niveaux qui correspondent en fait au développement de votre carrière. On pourrait dire que le niveau 1, très schématiquement, c'est un jeune chef de projet. Le niveau 2, c'est quelqu'un qui encadre une équipe, donc un ou une chef d'équipe. Et puis le niveau 3, ce serait quelqu'un qui dirige une structure. Donc vous voyez, c'est conçu pour suivre votre carrière, même si vous êtes déjà un chercheur confirmé, avec à chaque fois une description. Donc l'idée, c'est que si vous vous reconnaissez dans une compétence, en lisant ça, vous dites « oui, ça c'est moi, je me reconnais ». Et je me reconnais au niveau 1 ou au niveau 2, là, vous pouvez commencer à travailler en disant, oui, le niveau 2, ça me ressemble. Je vois où j'en suis. Puis le niveau 3, quand même, j'y suis pas encore. Bon. Alors, juste une petite note pour dire que vous pouvez regarder quelques témoignages, dont celui de Didier Georges, sur la plateforme. Je vais vous donner 3 exemples. Je crois que c'est la meilleure façon de voir en pratique comment ça marche. Le premier, c'est le profil d'un biologiste, Jules Philippe, qui a construit son profil. Et puis, vous voyez dans les boules, vous avez le niveau de compétence qui s'est attribué à chaque fois. Bon. Donc, il est sur expertise de méthode, il s'est auto-évalué au niveau 2, sur management de l'information au niveau 1, par exemple. Et il a passé sa thèse en 2014. Alors, si vous regardez chacune des compétences, il y a une boîte de dialogue qui vous permet en fait de raconter une histoire et de dire comment vous avez acquis ou développé ou déployé cette compétence. Et ça vous aide justement à préparer un entretien d'embauche. Je pense que c'est l'utilisation la plus évidente qu'on peut en faire. C'est-à-dire, voilà, je vous ai pas montré le texte de la compétence, sinon ça serait totalement illisible. Mais sur engagement, commitment, il s'est auto-attribué le niveau 1. Et puis, comment Jules Philippe s'est-il dit, voilà, si je veux dire que je suis quelqu'un d'engagé, comment est-ce que je vais le justifier? Comment est-ce que je vais le prouver? Eh bien, il a écrit une histoire, et là, vous allez retrouver le principe STAR, vous allez le voir tout de suite. Quand j'étais en doctorat, je me suis trouvé face à une situation difficile. J'allais publier mes résultats, et 2 autres équipes ont publié avant moi. Donc, personne n'a envie que ça arrive, malheureusement, ça arrive. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, avec mon directeur de thèse et puis mes collègues, on a réfléchi à comment on pouvait réutiliser mes résultats. Je ne pouvais plus publier dans la forme actuelle. Eh bien, on a redéveloppé un projet de recherche et on a soumis un papier qui a été accepté. On a réutilisé les résultats d'une autre façon en les développant sur une autre voie. Et ça veut dire que je suis quelqu'un d'engagé. Ça veut dire que je ne me laisse pas décourager par les aléas. D'accord? Donc, s'il veut justifier devant un recruteur le fait qu'il est accrocheur, qu'il est engagé, il a une histoire pour le prouver. Alors, sur un autre item qui est la capacité à prendre des décisions, là aussi, il raconte une histoire en disant j'ai identifié une technique qui pouvait nous aider à progresser sur notre sujet de recherche. Il m'a fallu 6 mois pour la mettre au point, mais j'étais décidé à le faire. Et donc, j'ai mis cette technique au point et elle a permis de générer des résultats. Voilà. Deuxième exemple, une jeune femme qui est docteur en sciences humaines et sociales, sociologie, anthropologie, Camille. Elle a travaillé en Afrique avec des sociétés anglaises et elle a développé des projets. Alors elle, vous voyez qu'elle n'a pas rempli le profil complètement. Elle a choisi d'axer son propos sur ses qualités personnelles et relationnelles. Donc elle a surtout touché à ça. 2 exemples.
Écoute et empathie, où elle parle de la manière dont elle faisait des enquêtes de terrain et de l'observation participante. Et ça lui a permis de développer son écoute et son empathie. Et elle raconte comment, dans des circonstances assez difficiles, avec des gens qui pouvaient pas forcément être très faciles, ou des circonstances politiques qui peuvent aussi être compliquées, elle a réussi à mener ses enquêtes en travaillant avec des ONG et des sociétés anglaises. Et puis négociation. Eh ben oui, je suis bonne en négociation parce que j'ai négocié des droits de tournage avec les autorités congolaises, et puis j'ai négocié le salaire des gens qui travaillaient, etc. Et j'ai fait des négociations aussi avec la BBC et d'autres sociétés. Donc de raconter ça, ça prouve qu'effectivement, on a ses capacités et ses compétences. Un troisième exemple, un profil qui est plus senior, ça se voit, quelqu'un qui est docteur en sciences de l'éducation et qui est formateur professionnel, qui a dirigé des entreprises de formation. Donc là, il se positionne assez haut sur les compétences. Et puis, par exemple, conduite de projet, il va dire, ben voilà, j'ai conduit un certain nombre de projets dans ma carrière, un programme de CD-ROM pédagogique, des projets d'innovation pédagogique, une démarche qualité, etc., etc. Donc, je peux justifier, effectivement, d'une expérience avérée en conduite de projet, en formation en l'occurrence. Et puis ici, orientation client, ben, tout ce que je déploie, je le déploie en travaillant de près avec mes clients, et ainsi de suite. Voilà. Alors, je ne vais pas vous dire que tout est rose et que tous les profils sur DocPro ont cette qualité-là. Bien sûr que non. Je vous donne deux exemples, hein, sans jugement. Hein. Premier exemple, c'est quelqu'un qui a simplement recopié dans la boîte de dialogue quelques phrases qui décrivaient les compétences. Donc ça ne nous apprend rien sur ce qu'il a vécu lui-même. Et puis le deuxième exemple, c'est quelqu'un qui dit bah, ouverture et créativité, c'est peut-être ma compétence. En même temps, c'est pas très créatif, donc on aimerait en savoir plus. On reste un peu sur sa faim. Voilà, donc c'est peut-être pas forcément facile d'utiliser DocPro. Hein, je vous dis pas que c'est piece of cake. Je pense que vous pouvez, en y passant un peu de temps, parce que c'est un peu chronophage, réfléchir à des expériences et puis vous les raconter. Et puis, si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être utile de se faire accompagner ou d'y réfléchir à plusieurs. Donc ça peut être aussi important, parce que c'est pas facile de réfléchir à ses compétences. Alors, comment est-ce que DocPro est utilisé ? On a à peu près, on a plus de 4000 utilisateurs. La grande majorité sont des docteurs. Hein. Je vous ai dit, les entreprises ou les responsables académiques peuvent aussi ouvrir un compte. Et puis, ce qui peut vous surprendre, c'est qu'il n'y a que 300 profils qui sont publics. Parce que le profil qu'on se construit, on peut soit le rendre public, soit le garder privé. Et ce qui se passe là, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que l'énorme majorité des profils sont privés. Pourquoi ? Parce qu'un docteur qui prépare des entretiens d'embauche va pas forcément afficher au vu au su du monde entier les arguments qu'il va déployer face à un recruteur. Donc effectivement, 90% des profils sont privés. Et puis DocPro est déjà utilisé par un certain nombre d'établissements, en particulier dans le cadre du portfolio de compétences. Quelques témoignages d'utilisateurs, mais je ne vais pas beaucoup insister là-dessus. Il y a des recruteurs enfin des cabinets de recrutement étrangers qui se sont emparés de DocPro, donc c'est assez amusant. Un cabinet en Suède, un cabinet en Allemagne qui nous ont envoyé ces témoignages. Ce qui est plus intéressant, c'est le dernier témoignage d'utilisateur qui dit « Il est très difficile de commencer à travailler sur ses compétences à partir d'une feuille blanche », et ça c'est tout à fait vrai. Donc ça nécessite quelquefois un accompagnement, un coaching, parce que travailler sur ses compétences, comme Christelle le disait, c'est des choses qui finissent par paraître naturelles et du coup on a du mal à les découvrir. Eh bien c'est assez important. Je connaissais quelqu'un, une psychologue, qui parlait du génie personnel. Et qu'en fait le génie personnel, c'est quelque chose qui nous semble facile, c'est-à-dire c'est les choses qu'on fait avec facilité et du coup on est incapable de les décrire. Et c'est souvent vrai. Voilà, je vous remercie.